Bonjour, bienvenue à l'exposition intitulée L'Empire des Roses qui traite de l'art de l'Iran Kadjar, c'est-à-dire de l'Iran au XIXe siècle. Je vous invite à me suivre pour une visite de cette exposition. Ce titre a une histoire, effectivement, c'est un titre qui a plusieurs sens. L'expression Empire des Roses est la première traduction du titre d'un recueil poétique qui en persan s'appelle le Golestan de Saadi, écrit à la période médiévale. Et il se trouve qu'au XVIIe siècle, ce recueil a été traduit en français par un orientaliste qui a choisi de traduire non pas avec une traduction littérale, qui serait le Jardin des Roses, et qui est la traduction que l'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, mais plutôt par ce titre de l'Empire des Roses, un peu plus poétique, un peu plus éloigné du sens premier de ce titre en persan. Et par ailleurs, il se trouve que ce terme de Golestan est très souvent utilisé aussi en Iran pour désigner des jardins ou des palais, et que c'est le nom que l'on donne au palais des Kadjars. Donc c'est à la fois une référence littéraire et une référence au palais des Kadjars. Les visiteurs vont probablement découvrir un art qui est encore très méconnu et qui s'épanouit sur de multiples supports. Donc nous avons à la fois de la peinture sur papier ou sur toile, mais aussi de la photographie, des objets d'art, des bijoux, de la céramique, des métaux. Nous avons essayé de faire une rétrospective qui couvrait l'ensemble des différents matériaux de cet art qui s'épanouit au XIXe siècle et qui a une évolution également au cours de ce XIXe siècle, puisqu'il va être impacté par un certain nombre de phénomènes, dont des phénomènes liés aux nouvelles techniques inventées essentiellement en Europe. Il a des codes esthétiques, c'est un art qui s'inscrit aussi tout de même dans une continuité, dans la continuité des productions précédentes iraniennes bien sûr. C'est un art qui est aussi inscrit dans son siècle, puisqu'il a beaucoup de caractéristiques qui sont tout à fait similaires à celles que l'on peut voir dans l'art du XIXe siècle européen. Par exemple, il y a des mouvements historicistes, exactement comme en Europe. Il y a des mouvements de confrontation avec les nouvelles techniques, comme en Europe aussi. Et donc on va retrouver des courants similaires et parallèles d'une certaine manière. C'est une période qui voit une grande évolution après un XVIIIe siècle qui est très compliqué, qui est marqué essentiellement par des guerres civiles, par beaucoup de destruction, par des disparitions diverses et variées. On retrouve une stabilité, donc c'est le retour à une stabilité politique, et c'est aussi la fondation de l'État moderne, un peu comme en Europe là aussi. C'est la naissance de la nation iranienne, comme en Europe on va avoir l'émergence des différentes nations, de la France, de l'Allemagne par exemple. Donc on a là encore, d'un point de vue historique, des courants tout à fait similaires à ce qui se passe en Europe. Les voyageurs européens sont nombreux avant la période Kadjar en Iran, on en connaît depuis la période médiévale, et à partir des années 1830-40, les voyageurs occidentaux vont être extrêmement nombreux dans le monde iranien. Donc ils vont découvrir ce monde iranien, ils vont l'étudier à la fois d'un point de vue scientifique, avec leurs yeux d'Européens, retrouver les ruines antiques par exemple, redécouvrir ces ruines antiques, mais ils vont aussi le voir sous un côté plus poétique, puisqu'on est aussi dans le siècle du romantisme d'une part et de l'orientalisme. C'est tout à fait un art politique, effectivement, puisque c'est un art qui est très lié au souverain. En tout cas, dans les œuvres que nous présentons, nous avons choisi beaucoup d'œuvres qui sont liées au souverain. C'est un art de commande, c'est un art qui a été aussi érigé en moyen de gouvernement, puisque Defat Ali Shah, qui est le deuxième souverain de la dynastie, c'est un art qui est utilisé pour montrer une image de la dynastie un peu différente de la réalité, et beaucoup plus flatteuse, bien entendu, puisqu'il s'agit aussi de montrer que cette dynastie est bien plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Alors, le partenariat avec Christian Lacroix est arrivé très tôt dans ce projet, puisque c'est une période qu'il connaissait déjà et qui lui parlait. Donc lorsqu'il a entendu parler de ce projet, il a tout de suite manifesté un grand intérêt. De mon côté, j'ai souhaité travailler avec lui parce que je pense qu'il a pu apporter une mise en valeur tout à fait spécifique de ses œuvres, par le choix des couleurs de la scénographie, par la disposition même des espaces, puisque les 4 parties sont organisées comme le plan, enfin, inspiré d'un plan d'un palais Kadjar, plus exactement, un plan qui est présenté d'ailleurs dans l'exposition, et donc tout est organisé à partir de ce plan et imaginé à partir de ce plan.
Les œuvres viennent de partout dans le monde. Nous avons la chance notamment de bénéficier de prêts tout à fait extraordinaires de l'Iran et des collections notamment du palais du Golestan, qui est le palais des Qadjars au XIXe siècle. Les collections du Golestan sont extrêmement riches, elles sont très peu connues encore en Occident, elles sont connues de quelques spécialistes, mais très peu du grand public, et nous avons la chance de bénéficier de prêts tout à fait exceptionnels de cette institution, ainsi que du Musée national d'Iran, où par ailleurs le Louvre présente aussi une exposition en ce moment. Et nous avons aussi la chance de bénéficier de près de beaucoup d'institutions internationales, du musée d'art islamique de Doha par exemple, du musée de l'Aga Khan de Toronto, donc des œuvres qui viennent vraiment du monde entier, et ainsi que de nombreuses collections privées. Donc nous sommes ici devant un tableau qui représente les ruines d'un palais qui est antérieur à la période Qadjar, puisqu'il s'agit d'un palais safavide, un palais du début du XVIIe siècle. Il se trouve dans une région au sud de la mer Caspienne, donc au nord-ouest de l'Iran. C'est un site qui a été remployé par les Qadjars, puisque juste à côté des ruines du palais safavide a été construit un palais Qadjar. Mais c'est le palais safavide, avec son esthétique de la ruine, qui retient l'attention du peintre et non le palais Qadjar. On y trouve tout de même déjà les prémices de l'architecture Qadjar, si on peut dire, puisque celle-ci s'inscrit véritablement dans une continuité par rapport à la période safavide et par rapport aux périodes antérieures. Donc on va retrouver dans ce palais ce qu'on appelle des arcs persans, ce sont les arcatures que vous voyez ici, les éléments tripartites et un décor de céramique, en général turquoise, sur la façade. Donc ce sont des choses que l'on va aussi retrouver dans l'architecture des Qadjars. Donc ce tableau en tant que tel est l'œuvre de Jules Lawrence qui s'est rendu en Iran dans les années 1846-48. C'est un peintre français originaire de Carpentras. D'ailleurs ses collections se trouvent toujours à Carpentras, au musée de Carpentras, à la bibliothèque Ingambertine de Carpentras. Et cette peinture est postérieure à son retour en France, puisque ce qu'il a pris en fait sur place, c'est le croquis qui est placé juste à côté, le dessin. Et à partir de ce dessin, il a refait cette peinture une fois qu'il était rentré en France. Une des caractéristiques de la peinture de Jules Lawrence, c'est qu'il a été très marqué par son séjour en Iran. Il en est revenu très difficilement puisqu'il a perdu sur place son compagnon de voyage, Xavier Omer de Helle, dont il n'a fait que rapporter les notes et les croquis, là encore, qui était par ailleurs un scientifique important. Et il en a ramené énormément de dessins qui vont nourrir toute sa production postérieure. Mais à cette nourriture, si je puis dire, s'en est ajoutée une autre, puisqu'il est de Carpentras, il est marqué par la lumière du Sud, et on a sur ce tableau l'alliance d'un décor qui est iranien et d'une lumière avec les cyprès par l'arrière, qui eux sont tout à fait méditerranéens et viennent du sud de la France en réalité. Nous voici maintenant devant une couronne, ou en tout cas quelque chose qui a servi de couronne, même si pour nous elle a plus une forme de chapeau qu'une forme de couronne, et qui a appartenu au premier souverain de la dynastie, qui se nomme Aram Ramadan. Aram Ramadan est un personnage tout à fait étonnant, un personnage qui est marqué par ce XVIIIe siècle très compliqué. Il appartient à la tribu des Qadjars, il est le fils du dirigeant de cette tribu à la toute fin de la première moitié du XVIIIe siècle, et il est très rapidement, enfant, envoyé comme otage dans une autre tribu qui à ce moment-là domine l'Iran, celle des Afsharides. Malheureusement, le souverain d'alors le fait castrer, enfant. Et c'est un événement qui évidemment le marquera beaucoup, puisqu'il va bâtir son empire à partir de cet événement-là. Alors c'est un événement qui aussi est très embêtant pour bâtir une dynastie, puisqu'il ne peut pas avoir de descendants bien sûr, et c'était le but d'origine, de l'empêcher de régner et l'empêcher d'avoir des descendants. Néanmoins, après s'être enfui de cette première cour, il va encore être envoyé comme otage, mais cette fois plus comme un hôte de luxe qu'un otage, auprès du nouveau souverain de l'Iran dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette fois à Shiraz, où règne une autre tribu, celle des Andes, qui eux ne prendront jamais d'ailleurs le titre de Shah, ils vont se contenter du titre de Vakil, c'est-à-dire de vizir.
et auprès d'un homme fort qui se nomme Karim Khan. Et lorsque Karim Khan meurt en 1779, il s'enfuit de cette cour et rejoint sa tribu, et à partir de là commence à conquérir de manière systématique l'Iran qui est alors plus ou moins encore en déliquescence, ce long XVIIIe siècle n'étant finalement qu'une grande guerre civile, d'où émergent de temps en temps quelques figures un peu importantes. À partir de 1779, son ascension va être fulgurante. En 1786, il s'installe dans une nouvelle ville, qui est alors une sorte de bourgade, déjà un petit bourg un peu établi, mais rien de plus, dont il va faire sa capitale, et c'est Téhéran, qui est toujours la capitale de l'Iran aujourd'hui, qui va à partir de ce moment-là prendre beaucoup d'importance. Il va aussi très vite comprendre qu'un des problèmes majeurs de l'Iran au XVIIIe siècle, c'est l'absence de règles de succession, puisque la succession échoue toujours au plus fort. Et donc cela entraîne des luttes incessantes. Il va donc établir une règle de succession en désignant un successeur, qui est son neveu, qui régnera par la suite sous le nom de Fath Ali Shah. Et il va s'arranger aussi pour que cette succession se passe sans trop de heurts et qu'elle soit la plus facile possible. Alors il y aura quelques petits ennuis, mais fort peu, lors de l'accession au trône de Fath Ali Shah, qu'il va éliminer en fait progressivement ses rivaux, à la fois dans les tribus autres que celles des Qadjars, mais aussi à l'intérieur de la tribu Qadjar, pour faire place nette et permettre à son successeur d'accéder au trône sans trop de soucis. Donc c'est un personnage qui est très important sur le plan historique, et nous présentons aujourd'hui cette couronne. La couronne est en cuivre avec un décor d'émail. Il y avait aussi probablement ce qu'on appelle un cimier, c'est-à-dire un élément au sommet de cette couronne qui devait être en pierre précieuse. C'est la première couronne qu'il a portée. On le voit représenté avec des couronnes similaires, mais à partir du moment où il est couronné Shah, ce qui arrive très tard en réalité, ce qui arrive juste un an avant sa mort en 1796, il va porter une autre couronne qui est faite entièrement de pierres précieuses. Et ce n'est donc plus celle-ci. Elle aura la même forme, mais ça n'est plus la même. Et les pierres précieuses de celle-ci ont probablement été réutilisées pour la suivante. Elles ont donc disparu. Il ne reste finalement que la coque avec son décor d'émail. Voici ici un tableau de François-Xavier Mullard, qui est donc un peintre occidental, un peintre français, et qui représente l'arrivée d'une ambassade iranienne auprès de Napoléon. C'est une ambassade très importante dans les relations entre la France et l'Iran, souvent appelée Perse à cette période-là, mais le terme de Perse est un terme occidental, donc pour ma part je ne l'emploie pas, je préfère parler d'Iran, qui est le terme par lequel les Iraniens se désignent. C'est tout de même un épisode très important. Dans ce 19e siècle, il faut avoir en tête que l'Iran est prise dans un jeu politique international, comme une bonne partie du globe à cette période-là. Et dans ce jeu politique, il y a deux puissances majeures. Il y a la Russie d'une part, le grand voisin du Nord-Ouest, et l'Angleterre d'autre part, qui est en pleine conquête de l'Inde, conquête déjà presque achevée, et qui a besoin de s'étendre aussi de ce côté-là et ne veut pas forcément être en contact direct avec l'Iran. Donc l'Iran est une sorte de terre un peu convoitée à la fois par les Russes et par les Anglais, et elle a besoin d'exister, c'est un pays qui a besoin d'exister entre ces deux puissances et de s'exprimer en tant que puissance elle-même. Donc dans ce jeu un peu compliqué, au début du 19e siècle, Fath Ali Shah essaye de trouver quelqu'un qui pourrait faire un peu l'équilibre, et qui serait donc l'ennemi à la fois des Russes et des Anglais. Il se trouve que Napoléon Ier est bien placé pour cela, et il va donc jouer ce rôle dans un temps très bref, puisque l'ambassade qui est représentée ici marque la signature d'un traité, le traité de Finckenstein en 1807, traité qui a été signé dans un château polonais à Finckenstein, entre Napoléon Ier et Fath Ali Shah. C'est un traité d'alliance, mais ce traité d'alliance aura une vie très brève, puisque quelques mois après à peine, Napoléon signera un traité avec les Russes à Tilsit, ce qui rend son alliance avec l'Iran nettement moins intéressante qu'auparavant, en tout cas pour Fath Ali Shah, et qu'il y aura donc encore des échanges, il y aura toujours des échanges diplomatiques, des échanges de courriers par exemple, mais l'alliance avec les Français n'a plus un grand intérêt stratégique, en tout cas elle n'a plus l'intérêt qu'elle avait auparavant.
Les relations entre l'Iran et l'Angleterre sont extrêmement proches, extrêmement importantes durant tout le XIXe siècle. Mais cette tiare n'est pas, comme on pourrait le penser, un cadeau diplomatique fait par les Qadjars à la reine Victoria. C'est bien un cadeau diplomatique, mais pas des Qadjars. C'est un cadeau diplomatique fait en 1838 à la reine Victoria par l'imam de Mascate, c'est-à-dire le dirigeant de Mascate. Mascate, cela se trouve en face de l'Iran, de l'autre côté du golfe Persique. Et ce dirigeant, le futur sultan de Zanzibar, offre à la reine Victoria cette tiare qui est fabriquée en Iran. En effet, il a une position stratégique très importante, tant pour l'Iran que pour les Anglais, et il est jusqu'à présent une sorte de vassal des Qadjars. Il cherche un peu à s'en émanciper, donc il cherche à s'allier avec les Anglais, et c'est pour cela probablement qu'il va faire ce cadeau à la reine Victoria. Cette tiare, lorsqu'elle a été offerte, n'avait pas cette forme-là. Elle avait plus une forme de diadème. Elle a été remontée ensuite par Victoria, qui préférait les petites couronnes de chignon. Donc elle a été remontée en Angleterre par un joaillier anglais, quelques années après avoir été offerte à la reine. Et il y a à la base une petite couronne, un petit anneau de perles, un petit cercle de perles, qu'on appelle des semences de perles, parce que ce sont des perles minuscules, et elles viennent probablement d'un autre cadeau du même imam de Mascate, puisque la tiare était accompagnée de 2 colliers de perles lorsqu'elle a été offerte à la reine Victoria. Donc c'est une tiare qui est composée d'un cerclet. Alors le cerclet a été ajouté après, lors du remontage, et sur celui-ci, on a des formes de gouttes, qu'on appelle en persan des bottets, et qui viennent probablement du motif de cyprès dont la cime se courbe avec le vent. Et sur ces bottets sont remontés des rubis et des diamants, ainsi que des perles, mais les perles ont probablement là aussi été rajoutées au moment du remontage. Et de l'autre côté de ces bottets, on peut tourner autour de la vitrine et le voir, vous avez un décor d'émail, puisque la plupart des bijoux Qadjars sont montés de cette manière-là, avec des pierres en bas d'un côté et un décor d'émail de l'autre. Et sur ce décor d'émail, vous allez avoir à la fois des décors de petits jeunes hommes, de petites dames également, ou des motifs de fleurs. Voici un alam, c'est-à-dire un étendard de procession qui date du début du XXe siècle et qui est aujourd'hui conservé au musée du Quai Branly à Paris. C'est un grand étendard, comme vous le voyez, qui a été porté lors des processions de déploration de la mort de Hossein. Hossein est le petit-fils du prophète qui a été tué lors de la bataille de Kerbala. Et cette bataille marque une sorte d'événement fondateur pour les chiites, c'est-à-dire l'un des grands courants de l'islam. L'islam est divisé en 2 grands courants, le sunnisme d'un côté, le chiisme de l'autre, les chiites étant les partisans de Ali et de Hossein et Hassan, les 2 fils de Ali. Donc cet événement est très important. Le chiisme est religion d'État en Iran depuis le début du XVIe siècle. Il est toujours sous les Qadjars et il a un grand rôle aussi dans l'établissement du pouvoir, puisque Fath Ali Shah va s'appuyer sur le clergé chiite pour assurer son pouvoir. Donc les cérémonies de déploration de la mort de Hossein se passent durant un mois de l'année que l'on appelle le mois de Muharram, et elles sont très spectaculaires. Elles deviennent de plus en plus spectaculaires au cours du siècle. À la fin du siècle, ce sont de très grandes processions qui ont d'ailleurs toujours lieu aujourd'hui aussi, durant lesquelles on promène ces étendards sur lesquels sont inscrits les noms du prophète et les noms des imams chiites, et sur lesquels également on place des animaux en métal. Comme ici vous avez 2 coqs, vous avez des dragons. La plupart de ces animaux ont une symbolique tout à fait particulière. Le coq, par exemple, c'est l'annonce du jugement dernier. Vous pouvez avoir le cerf, comme dans la vitrine qui est derrière, qui va être le symbole d'un des imams que l'on appelle l'imam Reza. Le paon est un symbole de résurrection également. Le lion, les deux félins que vous avez dans la vitrine sont des lions. Ce lion est le symbole de Ali, etc., etc. Et vous pouvez aussi avoir des fruits comme la poire et la grenade qui, elles aussi, ont des symboliques particulières. En cette fin du XIXe siècle, il y a beaucoup d'Européens à Téhéran qui trouvent ces objets très beaux et souvent les collectionnent comme des objets décoratifs et comme des sculptures décoratives. Donc ils ont acquis un deuxième usage, après leur usage religieux, qui est un usage beaucoup plus décoratif.
Donc ici, nous sommes devant un très grand tapis derrière lequel nous avons installé 3 tableaux de grande dimension, là aussi. Ces tableaux ont une histoire, ils viennent des réserves du palais du Golestan à Téhéran et ils sont des copies d'un décor de fresque qui date des années 1810 et qui a été commandé par Fath Ali Shah pour un de ses palais à Téhéran, un petit pavillon que l'on appelle le Negarestan. Les fresques originales ont disparu, elles ont été détruites dans les années 1930. Il n'en subsiste aujourd'hui que des copies. Ce sont des copies qui ont été commandées en 1907 au peintre de cour qui se nomme Sam Sam et qui représentent ces fresques dans leur intégralité en grandeur nature. Donc c'est l'un des uniques témoignages que nous avons de ces fresques originales. Sur cette fresque, on voit Fath Ali Shah en trône, au centre, et il est entouré d'une longue série de dignitaires. C'est une représentation de ce qu'on appelle un salam, c'est-à-dire une audience de Nouvel An, mais c'est une représentation imaginaire parce que dans ce salam, il n'y a pas forcément des personnages qui ont été là au même moment. Et on a au contraire tous les ambassadeurs à être passés par la cour de Fath Ali Shah entre la toute fin du XVIIIe siècle et la création de cette fresque en 1811-1812 à peu près. Donc nous avons là l'alliance par exemple des ambassadeurs français qui sont pourtant venus à des dates différentes ou d'ambassadeurs anglais. Donc nous avons sur une face les ambassadeurs français, sur l'autre les anglais. Et ce sont des éléments. Donc ces 3 éléments font partie d'une série de 12 et nous n'en avons présenté que 3 puisqu'ils sont déjà très, très importants en termes de dimension. Et nous avons placé devant un très grand tapis qui fait 9 mètres de long, qui vient des collections du musée du Louvre, qui est un tapis d'audience, mais plus probablement d'audience d'un gouverneur du nord-ouest de l'Iran. Il n'était pas forcément destiné à la cour, on n'a pas sa destination exacte, on ne la connaît pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un tapis qui est tout à fait emblématique des productions de tapis de la fin du XVIIIe siècle dans le nord-ouest de l'Iran et qui aurait tout à fait pu se trouver dans un palais Qadjar de la même période. Les tapis du Louvre sont tous exposés par roulement. Donc nous les changeons tous les 6 mois et nous les présentons par roulement. Donc il a été exposé effectivement au Louvre, il ne l'est plus actuellement pour l'exposition et entre-temps il est parti se reposer en réserve pour des raisons de conservation. Dans cette dernière salle de l'exposition, nous essayons de montrer à quel point les nouvelles technologies ont eu un impact sur l'art iranien de cette deuxième moitié du XIXe siècle, et en particulier 2 d'entre elles, la photographie et la lithographie, qui sont donc des techniques importées en Iran extrêmement tôt, en particulier la photographie, qui est adoptée 2-3 ans à peine après son invention en Europe, et qui est tout de suite vue comme un art, ce qui n'est pas le cas en Europe d'ailleurs, où il y a de très nombreuses et très longues discussion pour savoir si la photographie est une technique ou un art. En Iran, la question ne se pose pas. C'est quelque chose qui permet de faire de l'image et donc c'est un art. Cette photographie va avoir un impact aussi sur la peinture, sur les formes picturales de manière générale, et elle va avoir un impact aussi sur les esthétiques, puisque dans ce 19e siècle se développe quelque chose qui existait déjà auparavant, depuis la fin de la période médiévale, mais qui va avoir un grand développement au 19e siècle, qui est la peinture en grisaille. Donc cette peinture en grisaille se développe et nous avons la chance de présenter ici, dans cet espace, une œuvre tout à fait exceptionnelle qui vient du palais du Golestan, qui est l'œuvre d'un peintre nommé Ismail Jalahir, qui est un des plus grands peintres de cette deuxième moitié du XIXe siècle, qui est un mystique, un membre d'une confrérie soufie, qui est très marqué par ses sujets soufis et qui a peint un certain nombre de tableaux avec ses sujets religieux, dont l'album que nous présentons, que l'on appelle un muraka, c'est-à-dire un album relié en accordéon, en concertina, comme on dit d'un point de vue plus technique. Et dans cet album en concertina, il a peint sur chaque page le portrait d'un grand derviche. Donc d'un derviche important, que ce soit un derviche du XVIIIe ou du XIXe siècle, ou de personnages plus historiques, plutôt de la période médiévale. Donc nous présentons ce muraka presque dans son intégralité, puisque en dehors des 2 pages d'ouverture et de fermeture qui, elles, représentent des fleurs, nous pouvons montrer exceptionnellement pour la première fois l'ensemble du muraka dans cette salle.
Le musée du Louvre présente effectivement une exposition à Téhéran sur presque la même durée que l'exposition du Louvre-Lens. C'est une exposition qui illustre les échanges entre nos institutions respectives. Cette exposition est présentée au Musée national d'Iran. Elle traite de l'histoire des collections du Louvre. Elle permet de présenter une sélection de très grands chefs-d'œuvre, de les mettre à disposition des Iraniens qui n'ont pas tous la possibilité, loin de là, de venir en France. Et elle permet aussi d'illustrer et de renforcer notre coopération avec l'Iran d'aujourd'hui et avec les musées iraniens d'aujourd'hui. Je vous remercie.